messieurs, bonsoir. L'actualité nous emmène d'abord ce soir en Égypte. Mohamed Morsi, poussé vers la sortie, le président égyptien serait placé en résidence surveillée par l'armée qui promet de tenir prochainement des élections d'abord présidentielles puis législatives. Chez nous, encore un accident mortel sur la route à Linguère. Sur l'axe d'Aratouba s'est renversée une camionnette provoquant la mort de 2 personnes, faisant une quinzaine de blessés. Les mathématiques, la bête noire des littéraires. Au 2e jour du baccalauréat général, les candidats des séries L se sont penchés avec beaucoup d'anxiété sur les épreuves de maths. Le Syljus boycotte les journées portes ouvertes organisées par le tribunal de Dakar. Les travailleurs de la justice protestent ainsi contre la suppression progressive des fonds communs alloués aux greffiers. Actualité oblige, nous ouvrons cette édition avec l'Égypte. Mohamed Morsi et plusieurs chefs des frères musulmans interdits de quitter le pays avec la fin de l'ultimatum fixé par l'armée. Morsi serait déjà placé en résidence surveillée. Les militaires promettent de tenir des élections anticipées, présidentielles puis législatives. Le point tout de suite avec Fatki Nedem. Mohamed Morsi n'est plus président, le peuple égyptien crie une victoire. Morsi est placé en résidence surveillée suite à l'ultimatum de 48 heures, un ultimatum qui a pris fin ce mercredi à 16h30. Le président égyptien et les leaders du parti, les frères musulmans, sont interdits de quitter le pays. Morsi ferait partie des suspects impliqués dans l'affaire des évasions de la prison de Wadi Nadkhoune en 2011. L'armée n'a pas fait une déclaration, mais elle a promis de tenir des élections dans les plus brefs délais. L'opposition, elle, a choisi hier Mohamed El Baradei, ex-directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme chef capable de diriger le pays. Dernière évolution dans cette crise égyptienne, l'armée annonce la suspension temporaire de la Constitution et tout simplement la destitution de Mohamed Morsi. Le président de la Cour constitutionnelle devient président de l'Égypte par intérim après une courte transition au cours de laquelle un gouvernement d'experts dirigera le pays. Une élection présidentielle puis des législatives seront organisées. Une nouvelle constitution sera donc rédigée, annoncent les militaires. Retour chez nous, encore un accident mortel sur la route, la Linguère, à Linguère, sur l'axe d'Aratouba, à hauteur de Sagata Djolof, s'est renversée une camionnette, bilan 2 morts et une quinzaine de blessés. La crevaison d'un pneu serait à l'origine du drame. Nous écoutons à ce propos Paulo Bop, le médecin adjoint du district sanitaire de Dara, interrogé par Mamadou Mbaye. Mardi, nous avons reçu aux environs de 18 heures des accidentés. Donc le bilan total fait état de 19 accidentés pour le moment, dont 2 cas vraiment graves qui ont succombé sur le coup. Donc nous avons eu d'autres cas qui ont présenté des traumatismes crânio-encéphaliques, d'autres des fractures, donc ce sont des polytraumatisés. Donc on a dû référer au niveau de l'hôpital régional de Louga et au niveau de Touba pour une meilleure prise en charge. Voilà en quelque sorte l'état du bilan des accidentés pour cette journée. Deuxième jour du baccalauréat général, les candidats des séries L se sont penchés sur les épreuves de mathématiques, une matière souvent détestée, le mot n'est pas trop fort, par les littéraires. Les mathématiques bête noire des candidats de série L, cela s'explique. Reportage Aminata Mbaresso. De mon point de vue, moi, j'aime pas les mathématiques. Sérieusement, j'aime pas les mathématiques. C'est peut-être aussi, ce sont les mathématiques qui me détestent. L'épreuve de mathématiques au baccalauréat, ces candidats n'y accordent pas beaucoup d'importance. Il leur a fallu moins d'1 heure de temps pour en finir avec la matière prévue pourtant pour 3 heures de temps. J'ai entamé l'examen vers 15h08 et je suis sorti à 16h08 exactement. Pour l'épreuve de mathématiques, j'ai rendu une feuille vierge. L'examen blanc aussi, c'était comme ça. J'ai rendu une feuille vierge et non plus je suis sorti d'office. Devant une épreuve, si tu ne sais pas quoi faire, sérieusement, mieux vaut copier le sujet ou bien faire ce dont tu es capable et sortir. J'espère avoir un maths 2. Les mathématiques, une bête noire pour la plupart des élèves des séries littéraires. C'est-à-dire que c'est des candidats qui avaient obtenu 1 en maths au premier tour. Ils devaient passer au second tour.
Bon, si tu es en mathématiques, normalement, tu dois choisir les mathématiques au second tour. Mais la candidate avait refusé. Il a dit qu'elle est prête à reprendre le français où elle avait 14 que de reprendre les mathématiques où elle avait 2. Pourquoi? Elle ne peut pas dépasser 1. Et là, c'est une catastrophe. Moi, j'étais ébahi. Et pour M. Diaw, diverses raisons peuvent expliquer ce désintéressement. C'est une matière réputée difficile. Et dès la seconde, quand l'élève est orienté en céréales, on lui fait comprendre qu'il n'est pas un scientifique. Aussi, il y a le fait que le quotient est très très petit devant les autres matières. Donc les mathématiques, le quotient, c'est 3. C'est 2, c'est 2. Alors l'élève a tendance à travailler les matières dominantes où les quotients sont très élevés. Il y a des choses qu'on te demande en terminale. Pour les faire, il faudra des connaissances des premières, de seconde, de troisième. D'ailleurs, c'est la seule matière où il y a des prérequis. Quand on demande des prérequis, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances de base qu'il faut avoir avant de venir. Or, les élèves ont tendance à oublier ce qu'ils ont appris des années passées. Au deuxième jour du baccalauréat général, les candidats se sont penchés sur les épreuves de mathématiques. Ces candidats trouvés au lycée Galandou Diouf de Dakar soutiennent avoir mis le paquet sur les épreuves de français et de philosophie, seul gage pour eux d'une admission au baccalauréat. Aminata Ndambaresso, merci. Durant 3 jours, le tribunal de Dakar ouvre ses portes aux citoyens sénégalais. Des journées portes ouvertes placées sous le thème « La place de la justice de proximité dans la rapidité du traitement contentieux pour une justice moderne et performante ». Seule fausse note, la manifestation est boycottée par le syndicat des travailleurs de la justice, le site Juste, qui proteste justement contre la suppression progressive des fonds alloués aux greffiers. Fatou Bintou Conté. Le tribunal de Dakar a ouvert ses portes ce mercredi au public. Ces journées portes ouvertes sont une occasion pour les justiciables de découvrir l'instance judiciaire. Rapprocher la justice du justiciable, mettre le juge ou le justiciable sur le même niveau de langage, c'est la raison d'être des journées portes ouvertes qu'organise le ministère de la Justice. Ces journées portes ouvertes sur la justice auxquelles sont conviés les étudiants, citoyens, acteurs économiques, les autorités civiles et militaires, ainsi que les auxiliaires de justice, constituent une opportunité pour la société civile de mieux connaître les juridictions, leur fonctionnement, leur mission, leurs activités au cours de l'année judiciaire écoulée, ainsi que l'importance de la gouvernance judiciaire dans le développement économique du Sénégal. Ici, les bureaux du casier judiciaire, en passant par le bureau du permis de communiquer à la cave du tribunal, sont ouverts au public ce matin. On n'a pas de nombre exact, mais en moyenne, c'est plus de 500 par jour. S'il y a des dépôts comme ultérieurement que ça se faisait pour les dépôts de la fonction publique et de la police, on faisait presque 1000 par jour, hein, de 8h à 12h. On prenait les dépôts de 8h à 12h ou 13h et on le délivrait l'après-midi à partir de 15h. On faisait en moyenne 1000 le mois passé. Le permis de communiquer pour les condamnés se délivre sur la base de la carte d'identité nationale ou du permis de conduire ou bien le passeport. Délivrer un permis de communiquer pour qu'il puisse aller voir son parent détenu. Et vous en délivrez combien par jour? Je suis actuellement à 318 personnes. C'est les lundis, mercredis et jeudis. C'est les jours de délivrance. Des journées dont la cérémonie d'ouverture a été boycottée par le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, pour protester contre la suppression progressive des fonds communs alloués aux greffiers. Vous voyez avec moi que tout le palais est sorti. Tous les travailleurs sont sortis. Cette journée porte ouverte, soi-disant, dont nous n'avons même pas été au courant. Cette journée porte ouverte, nous allons la boycotter carrément. Et le constat est là. Cette journée, aujourd'hui, n'est pas une journée porte ouverte. Vous voyez que c'est une journée même fermée même. Ce tribunal, qui compte 379 bureaux, engrange plus de 500 travailleurs. Et avec ces journées, il va être plus proche de la population. Spéculation autour du prix de vente de l'oignon, malgré les dispositions prises par l'ARM, l'Agence de régulation des marchés. Le coût varie sur donc le marché alors que le kilo a été fixé par l'État à 250 francs CFA
Pour endiguer donc la situation, le ministre du Commerce annonce une homologation du prix de l'oignon à l'UNSAR en tournée à Potou à 35 km de Louga, Tiernoffal. Les producteurs de Potou, situés à 35 km de Louga, rassurent les consommateurs sénégalais sur la disponibilité de l'oignon local en quantité et en qualité. Devant le ministre du Commerce venu les rendre visite, ils prédisent même la baisse du prix sur le marché dans les jours prochains. Chaque année, surtout cette année, on a cultivé beaucoup de tonnages de l'oignon qui va venir. Dans une semaine, maximum 2 semaines. Les prix de l'oignon, ça va baisser. C'est nous qui assurons ça. Cet engagement a rassuré le ministre du Commerce, mais pour mieux sécuriser les consommateurs face à une certaine spéculation, l'UNSAR a annoncé une homologation du prix de l'oignon. Et nous partons à Dakar très rassurés. Nous avons d'ailleurs prévu de nous retrouver vendredi prochain pour échanger encore sur la filière, mais surtout pour sécuriser le consommateur aussi sénégalais. Nous allons y travailler, et je l'ai annoncé aux producteurs, nous allons ensemble, puisque c'est un travail de concertation et de consensus avec les producteurs, les commerçants, les consommateurs et l'ensemble des acteurs concernés pour que le prix de l'oignon soit fixé à un prix raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des prix à 350, 400 francs, 500 francs, c'est des prix qui ne répondent pas à une logique. Lors de cette rencontre avec les producteurs, le ministre du Commerce a salué l'effort fait par ces derniers pour faire passer la production de l'oignon de 40 000 à 240 000 tonnes, avant de prendre l'engagement de les accompagner pour développer la filière de l'oignon. l'UNSAR était en visite à Potou dans les Niayes du département de Louga pour se rendre compte de la disponibilité ainsi que de la qualité du produit. À Matam, 35% des familles ne mangent pas à leur faim, une pauvreté qui explique le fort taux de malnutrition chez les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Pour résorber le mal, ces familles vont bénéficier de bourses trimestrielles dans le cadre du nouveau programme gouvernemental 2040. Un CRD spécial s'est tenu à Matam dans ce cadre, Ali Bandelnian. Dans le cadre du programme national de soutien aux familles démunies initié par le président de la République, 2040 familles bénéficiaires ont été retenues pour la phase test dans la région de Matam. Au cours du CRD spécial présidé par le ministre délégué général de la solidarité nationale, les différents acteurs de Matam ont démontré, avec chiffres à l'appui, le seuil de la pauvreté dans la 11e région. Des études selon lesquelles plus de 35% des familles ne mangent pas à leur faim. D'abord, c'est un programme innovant. Pour la première fois, ce programme va être mis en œuvre par le président de la République. Mais ce qui est important, c'est qu'on mesure l'impact de ce projet vis-à-vis de la région de Matam. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse un test pour une région qualifiée pauvre, afin que les indicateurs émaneront de ce projet puissent indiquer est-ce que le projet il est performant, est-ce que le projet est utile, en quoi il est utile, quels sont les manquements pour corriger. Au bout de 3 ans, quand on fera l'estimation globale, on verra exactement l'impact. En plus des actions entreprises dans la relance de l'agriculture et de la microfinance, l'attribution de ces bourses trimestrielles à plus de 2000 familles constitue un acquis de taille. Être un ménage donc, en situation d'extrême pauvreté. Deuxièmement, il faudrait que ces ménages aient un ou des enfants en âge scolarisable. Une fois que le ménage remplit ces deux conditionnalités, ce ménage est éligible au programme. À partir du 15 septembre, donc, les premiers transferts seront effectifs, et c'est dessus tous les 3 mois. Donc les ménages bénéficiaires recevront effectivement leur bourse. Au-delà de ces bourses familiales, les différentes autorités présentes au CRD spécial ont préconisé l'orientation des actions de solidarité plus soutenues en faveur des daras, des familles religieuses, mais surtout des petits-enfants qui souffrent profondément de la malnutrition. Les Nations Unies et 8 pays africains s'engagent en faveur de la santé pour les femmes et les enfants avec un accès facile aux médicaments. La rencontre est organisée dans la foulée de la conférence de suivi des recommandations d'Abuja sur la sécurisation des produits vitaux. Compte rendu Suzanne Camara, Mohamed Dia. Promouvoir une meilleure santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Tel est l'objectif fixé lors de cette réunion pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Une disposition qui passe par la sécurisation des produits d'importance vitale. Cette conférence est un suivi d'une conférence qu'on a eue à Abuja il y a 6 mois. On se réunit pour faire le point sur le progrès
qui a été établi et aussi voir dans quelle mesure on peut financer certains des plans qui ont été mis, qui ont été développés. Donc les objectifs, c'est d'accélérer le progrès des objectifs du développement du millénaire, donc pour la santé maternelle et infantile, c'est-à-dire de réduire la mortalité des mères et des enfants d'ici 2015. Cette rencontre a réuni 8 pays africains, dont le Sénégal. 13 produits ont été identifiés. 10 recommandations formulées. Faciliter l'accès à ces produits est un des principaux défis à relever par l'Organisation des Nations Unies et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un processus où un certain nombre de pays, un certain nombre de groupes de travaux globaux se sont mis d'accord sur certaines recommandations à suivre. Ce sont les produits qui servent à traiter ces affections qui ont été ciblées. Mais il y en a pour la mère, pour l'enfant et pour le nouveau-né. C'est des produits pour traiter l'enfant, c'est la diarrhée, la pneumonie. Il y a aussi la malnutrition que le Sénégal a ajouté. Les produits pour la prématurité, etc. Pour la mère, il y a des produits au moment de l'accouchement, mais aussi des produits pour espacer les naissances. Ce seront des produits très accessibles et le Sénégal a opté pour la gratuité de certains produits. Tous les pays devaient élaborer leur plan selon les 10 recommandations de la Commission des Nations Unies. Cette conférence internationale se tient à Dakar du 3 au 5 juillet. Au sortir de la rencontre, des projets seront mis en œuvre. Culture à présent, la date de la Biennale de Dakar, édition 2014 connue. L'événement culturel se tiendra dans notre capitale du 9 mai au 8 juin prochain. La direction de la Biennale et le ministère de la Culture sont déjà à pied d'œuvre. Un événement dédié aux artistes du Sénégal, du continent africain et de la diaspora. En prélude à cette Biennale de Dakar, s'est tenue une conférence de presse ce matin auquel ont assisté Ibou Diouf et Adja Ndiaye. Prendre les devants pour une bonne organisation de la Biennale de l'art africain contemporain, la 11e édition de 2014 mobilise déjà les acteurs culturels. Si vous voulez opportun, de faire un lancement simplement pour que aussi les gens sachent que nous avons un programme, mais surtout parce que pour que les gens voient bien que la Biennale 2014 va avoir lieu. Nous avons déjà mis en place le comité, nous avons déjà nommé les commissaires. Et l'équipe est là et donc nous sommes en pleine préparation pour la Biennale de 2014. La Biennale Dakar 2014, placée sous l'égide du ministère de la Culture, travaille également en collaboration avec des mécènes et autres partenaires. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons toujours les mêmes partenaires, mais en même temps aussi, il y a d'autres partenaires qui vont venir, mais surtout l'État qui participe activement donc à cette Biennale-là. Dans ce genre d'activité, bon, vous savez, il y a ça, pour le cas spécifique de la Biennale, il y a l'intervention de l'État qu'il faut saluer. Il y a aussi l'intervention de partenaires institutionnels, l'Union européenne qui accompagne, la délégation Wallonie-Bruxelles International, notre administration accompagne aussi depuis le début de la Biennale. Il y a la possibilité avec le mécénat, évidemment, parce qu'il y a des mécènes qui y accompagnent aussi. On a parlé tantôt donc, de la loi sur le mécénat. Ce serait une bonne chose si cette loi-là arrivait en tout cas à voir le jour. Dakar fait partie des 10 meilleurs événements en Afrique, des 10 en tout cas plus grands événements en Afrique. Et donc c'est une plateforme, c'est une vitrine de la création artistique africaine. La Biennale d'art contemporain Dakar existe depuis 1992. La 11e édition qui se tiendra du 9 mai au 8 juin 2014 à Dakar offre une vitrine aux artistes africains et de la diaspora.